24 décembre 1166, Oxford. Un enfant naît dans la dynastie Plantagenet. Mais personne ne s'en soucie vraiment. Jean est le 5e fils d'Henri II, celui qu'on ne destinait à rien. Ses frères aînés se partagent déjà l'héritage. Henri le jeune roi pour l'Angleterre, Richard pour l'Aquitaine, Geoffroy pour la Bretagne. Pour Jean, rien. Pas une terre, pas un titre, juste un surnom qui le poursuivra toute sa vie, Jean sans terre. Cette humiliation précoce forge un caractère particulier. Henri II remarque rapidement les excès de colère incontrôlable de son dernier fils. L'enfant se mord les doigts jusqu'au sang quand la rage le prend, habitude qui persistera à l'âge adulte. Cette violence retournée contre lui-même révèle déjà la nature perturbée du futur roi. La famille Plantagenet n'est pas réputée pour sa douceur. Henri II lui-même inspire la terreur par ses colères légendaires. Mais Jean dépasse son père dans la cruauté. Dès l'adolescence, il prend plaisir à humilier ses serviteurs, à faire souffrir les animaux, à inventer des punitions nouvelles pour ceux qui l'offensent. Sa mère Aliénor d'Aquitaine tente de le canaliser vers une carrière ecclésiastique, espérant que l'Église tempérera ses instincts. Erreur fatale. Jean découvre dans les textes religieux non pas la compassion, mais la légitimation divine de la souffrance. Il étudie les supplices infligés aux martyrs, s'inspire des châtiments de l'Ancien Testament, développe une théologie personnelle où la douleur purge les péchés. Plus troublant encore, il commence à collectionner les instruments de torture, décrits dans les manuscrits monastiques. 1189 marque un tournant. Richard Cœur de Lion devient roi et part immédiatement en croisade. Jean reçoit enfin des terres, le comté de Mortain, des possessions en Angleterre, un mariage avantageux avec Isabelle de Gloucester. Mais surtout, il obtient ce qu'il désire, depuis toujours, du pouvoir sur des hommes. Ses premiers actes révèlent sa nature profonde. Dans son château de Mortain, Jean fait aménager une salle souterraine, qu'il appelle sa chambre de justice. Les murs épais étouffent les cris. L'humidité favorise la rouille des chênes. Il y installe une collection d'instruments qu'il fait fabriquer par les meilleurs forgerons de Normandie. Le premier à goûter à sa cruauté est un voleur de grand chemin capturé près de Mortain. L'homme a dérobé quelques pièces à un marchand, crime mineur passible d'une amende ou du pilori. Mais Jean voit là l'occasion de tester ses nouvelles acquisitions. Il fait d'abord arracher les ongles du voleur avec des tenailles chauffées au rouge. L'homme hurle, supplie, promet de rendre le double de ce qu'il a volé. Jean n'écoute pas. Il continue méthodiquement, orteil après orteil, doigt après doigt. Mais l'arrachage ne suffit pas. Il faut que la leçon soit complète. Il fait ensuite appliquer des fers rouges sur les plaies béantes, provoquant une odeur de chair brûlée qui empeste la chambre pendant des jours. Le voleur survit, mutilé à vie, mais Jean n'a pas terminé. Il ordonne qu'on lui coupe la langue pour qu'il ne puisse raconter ce qu'il a subi. Cette première séance révèle la méthode de Jean. Il ne torture pas sous l'effet de la colère, mais avec un calme glacial, prenant des notes sur l'efficacité de chaque technique. Il chronométrie la résistance de ses victimes, observe leurs réactions, améliore ses procédés. La torture devient pour lui une science exacte. La réputation de Jean se répand rapidement. Les habitants de Mortain parlent à voix basse des cris qui s'échappent parfois du château. Les soldats de la garnison racontent des histoires terrifiantes sur leur maître. Certains désertent plutôt que de servir un tel homme. Mais Jean perfectionne son art. Il découvre que l'anticipation de la douleur torture autant que la douleur elle-même. Avant chaque séance, il fait visiter sa chambre à sa future victime, lui explique en détail le fonctionnement de chaque instrument, décrit précisément ce qui va se passer. Cette torture psychologique brise souvent la résistance avant même que la première tenaille ne touche la peau. Il développe aussi une hiérarchie dans la souffrance. Pour les crimes mineurs, l'arrachage des ongles suffit. Pour les vols importants, il ajoute l'écrasement des doigts, dans des étaux spécialement conçus. Pour la rébellion, il invente une méthode particulièrement raffinée. Il fait percer de petits trous dans les ongles restants et y introduit des aiguilles rouillées qu'il enfonce lentement pendant que la victime compte ses propres cris. Les chroniqueurs de l'époque mentionnent qu'il fait parfois amener des témoins à ses séances. Non pas pour intimider, mais pour éduquer. Il explique sa philosophie. Chaque homme cache des secrets, chaque chair a ses faiblesses,
Chaque esprit peut être brisé si l'on applique la bonne pression au bon endroit. Il forme ses lieutenants à ses méthodes, crée une véritable école de la torture. 1194 ramène Richard de Croisade, mais Jean a goûté au pouvoir absolu. Il a découvert que rien ne lui procure plus de satisfaction que de voir un homme fier ramper à ses pieds en suppliant. Cette addiction à la domination explique en partie sa tentative de coup d'État contre son frère. Quand Richard pardonne et lui rend ses terres, Jean ne change pas ses méthodes. Au contraire, il les raffine. Il fait construire des oubliettes dans ses châteaux, aménage de nouvelles salles de torture, recrute des spécialistes venus de toute l'Europe. Un bourreau saxon lui enseigne l'art de l'écorchement progressif. Un tortionnaire italien lui montre comment briser les os sans tuer. Un expert byzantin lui révèle les secrets de la privation sensorielle. Mais Jean ne se contente plus de punir les criminels. Il commence à torturer pour le plaisir, pour satisfaire sa curiosité, pour tester les limites de la résistance humaine. Un serviteur qui renverse du vin se retrouve avec les ongles arrachés. Un palefrenier qui tarde à seller son cheval subit l'écrasement des orteils. Une servante qui le regarde de travers a les doigts brisés un par un. Cette escalade dans la cruauté gratuite alarme même ses plus fidèles partisans. Certains barons commencent à éviter sa cour, préférant risquer sa colère plutôt que d'assister à ses spectacles. Mais Jean interprète cette désaffection comme une preuve de faiblesse. Il méprise ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité de la condition humaine. 6 avril 1199, Richard Cœur de Lion meurt devant Chaalu. Jean devient roi d'Angleterre à 32 ans. Enfin, le pouvoir absolu qu'il a toujours désiré. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un rival redoutable. Arthur de Bretagne, son neveu de 12 ans, fils de Geoffroy. Selon les lois de succession, Arthur a plus de droit au trône que Jean. Plusieurs barons soutiennent sa candidature, notamment en Bretagne et en Anjou. Philippe Auguste, roi de France, voit là l'occasion d'affaiblir l'empire Plantagenet et apporte son soutien au jeune duc. La guerre qui s'ensuit révèle toute la cruauté de Jean envers ses ennemis. Contrairement aux usages chevaleresques de l'époque qui prônent la clémence envers les prisonniers nobles, Jean applique ses méthodes à tous sans distinction. Les premiers châteaux qu'il prend voient leurs défenseurs systématiquement torturés avant d'être exécutés. Au château de Gournay, il fait arracher les ongles de tous les archers capturés avant de les faire pendre. Au siège de Verneuil, il ordonne que les prisonniers soient écartelés vivants sous les murs de la ville pour terroriser les assiégés. Ces méthodes brutales lui valent quelques victoires rapides, mais révoltent l'opinion et poussent de nombreux barons à rejoindre le camp d'Arthur. Jean ne comprend pas cette réaction. Pour lui, la guerre justifie tous les moyens. Il considère la pitié comme une faiblesse, la clémence comme une erreur stratégique. Seule la terreur peut garantir l'obéissance absolue qu'il exige de ses sujets. 1er août 1202. Jean apprend qu'Arthur assiège Mirbeau où s'est réfugiée la reine Aliénor, sa mère. C'est l'occasion qu'il attendait. Il rassemble ses mercenaires et fonce vers le Poitou dans une chevauchée éclair de plus de 80 km en 2 jours. L'attaque surprise réussit parfaitement. Arthur et ses principaux lieutenants sont capturés avant d'avoir pu organiser une défense. Pour Jean, c'est le triomphe absolu. Enfin, il tient son rival entre ses mains. Enfin, il va pouvoir assouvir toutes ses pulsions sadiques sur celui qui osait lui disputer le trône. Mais Jean commet une erreur tactique majeure. Au lieu de traiter Arthur avec les égards dus à son rang pour rallier les barons bretons et angevins, il le fait immédiatement enchaîner comme un criminel de droit commun. Pire, il annonce publiquement qu'il va éduquer son neveu aux réalités du pouvoir. Arthur est d'abord conduit au château de Falaise sous bonne escorte. Jean a donné des ordres précis. Le jeune duc doit être maintenu en vie, mais sa volonté doit être brisée. Les gardiens reçoivent l'autorisation d'utiliser tous les hauts moyens nécessaires pour obtenir qu'Arthur renonce publiquement à ses prétentions au trône. Les premières semaines de captivité d'Arthur sont documentées par plusieurs chroniqueurs. Le jeune homme de 15 ans fait preuve d'un courage remarquable face aux intimidations. Il refuse catégoriquement de renoncer à ses droits, maintient qu'il est le roi légitime, exige d'être traité selon son rang. Jean se rend personnellement à Falaise en septembre 1202.
La confrontation entre l'oncle et le neveu révèle toute la perversité du roi. Arthur s'attend à une négociation politique. Jean prépare une leçon de soumission. La première séance a lieu dans les caves du château. Jean fait d'abord visiter à Arthur sa collection d'instruments, lui explique patiemment l'usage de chacun. Il veut que le jeune homme comprenne qu'il n'a aucune échappatoire, que sa résistance ne fera que prolonger inutilement ses souffrances. Arthur résiste. Malgré son jeune âge, il a été élevé dans l'idée qu'un prince ne cède jamais. Il insulte Jean, l'accuse de tyrannie, réaffirme ses droits. Cette attitude exaspère Jean au plus haut point. Il ordonne qu'on attache Arthur sur une table et commence personnellement l'arrachage des ongles. Le processus est lent, méticuleux. Jean commence par les orteils, utilisant des tenailles spécialement affûtées pour arracher l'ongle d'un coup sec. Arthur hurle, se débat, supplie, mais refuse toujours de renoncer à ses droits. Jean passe alors aux doigts, prenant soin d'expliquer à chaque étape que cette souffrance pourrait cesser immédiatement si Arthur signait l'acte de renonciation préparé par ses clercs. Mais Arthur tient bon. Même mutilé, même hurlant, de douleur, il continue à défier son oncle. Cette résistance fascine et agace Jean à la fois. Il découvre chez son neveu une force d'âme qu'il n'avait jamais rencontrée. Cela devient pour lui un défi personnel. Briser cette volonté. Réduire ce jeune lion à l'état de chien battu. Les semaines suivantes voient Jean multiplier les séances de torture. Il fait venir des spécialistes de Paris et de Londres pour tester de nouvelles méthodes sur Arthur. L'objectif officiel reste d'obtenir une renonciation, mais Jean prend manifestement plus de plaisir à infliger la souffrance qu'à chercher une solution politique. Il fait d'abord appliquer des fers rouges sur les plaies laissées par l'arrachage des ongles. L'odeur de chair brûlée imprègne les caves de falaise pendant des jours. Arthur s'évanouit plusieurs fois, mais reprend conscience pour continuer à défier son bourreau. Jean innove ensuite avec une méthode qu'il appelle l'éducation progressive. Il fait enfoncer de fines aiguilles sous la peau d'Arthur, en commençant par les bras et en remontant vers les parties les plus sensibles. Chaque aiguille est enduite d'une substance corrosive qui provoque une douleur lancinante pendant des heures. Mais Arthur ne cède toujours pas. Sa résistance devient légendaire parmi les soldats de Falaise. Certains commencent à murmurer que le jeune duc est peut-être vraiment l'héritier légitime puisque Dieu lui donne la force de résister à de telles épreuves. Ces rumeurs parviennent aux oreilles de Jean et décuplent sa rage. Il décide alors de passer aux méthodes extrêmes. Il fait venir un spécialiste de la castration qui a perfectionné une technique permettant d'infliger le maximum de souffrance sans causer la mort immédiate. L'opération est prévue pour la mi-novembre, mais Jean change soudainement d'avis. Janvier 1203. Jean fait transférer Arthur au château de Rouen, officiellement pour des raisons de sécurité, en réalité pour disposer d'installations plus sophistiquées. La tour de Rouen abrite en effet la plus moderne des salles de torture de Normandie, équipée des derniers perfectionnements techniques. Le transfert s'effectue dans le plus grand secret. Arthur, affaibli par des mois de torture, peut à peine se tenir debout. Ses mains mutilées ne lui permettent plus d'écrire. Ses pieds, blessés, rendent la marche difficile. Mais son esprit reste intact, sa volonté inébranlable. À Rouen, Jean dispose de moyens nouveaux. Il fait installer Arthur dans une cellule spécialement aménagée. Murs suintants, chênes rouillés, rats et vermines en permanence. L'objectif est de briser psychologiquement ce que la torture physique n'a pas réussi à entamer. Mais Jean a aussi d'autres projets. Il fait venir de Constantinople un expert en chirurgie corrective qui a développé des techniques permettant de mutiler sans tuer. L'idée est de rendre Arthur physiquement incapable de régner, tout en le gardant vivant comme témoin de la puissance royale. L'opération est planifiée pour le début avril. Arthur doit subir l'énucléation des yeux et la castration selon les méthodes byzantines. Ces mutilations, en le rendant inapte au trône selon les lois de l'époque, résoudraient définitivement le problème de la succession tout en offrant à Jean le spectacle de souffrance qu'il désire. Le jeudi 3 avril 1203 au soir, Jean se rend à la tour de Rouen en état d'ébriété avancée. Il vient d'apprendre que Philippe Auguste a repris l'offensive en Normandie et que plusieurs barons se sont ralliés au roi de France. Sa rage contre Arthur, qu'il rend responsable de tous ses malheurs, atteint son paroxysme. Selon les annales de Margam,
la seule source contemporaine précise sur ces événements, Jean arrive dans la cellule d'Arthur saoul et possédé du démon. Il est accompagné de 2 gardes et porte à la ceinture un poignard à lame large, arme qu'il affectionne particulièrement. Arthur, épuisé par des mois de torture, est allongé sur sa paillasse. Les chaînes qui l'entravent l'empêchent de se lever. Quand il voit entrer son oncle, il trouve encore la force de le défier une dernière fois, réaffirmant ses droits au trône d'Angleterre. Cette provocation fait exploser Jean. Dans un accès de fureur incontrôlable, il se jette sur Arthur et le frappe de plusieurs coups de poignard. Le premier coup transperce la gorge, les suivants s'enfoncent dans la poitrine et le ventre. Arthur meurt rapidement, dans un gargouillis de sang et une dernière malédiction contre son assassin. Jean reste un moment debout au-dessus du cadavre, regardant le sang qui s'étend sur la paille. Puis, retrouvant un semblant de lucidité, il réalise l'énormité de son geste. Il vient de tuer de ses propres mains l'héritier légitime du trône, un crime qui va dresser contre lui tous les nobles d'Europe. Les heures qui suivent le meurtre voient Jean organiser méthodiquement l'effacement de son crime. Il fait d'abord jurer le silence aux gardes présents, puis ordonne que le corps d'Arthur soit lesté d'une lourde pierre et jeté dans la Seine depuis une barque. Mais Jean sous-estime la difficulté de faire disparaître un cadavre. Le corps remonte à la surface quelques jours plus tard et est découvert par un pêcheur qui reconnaît les vêtements princiers. Terrifié par sa découverte, l'homme prévient discrètement les moines du prieuré de Bec qui récupèrent le corps et l'inhumant secrètement. Jean fait alors répandre la version officielle. Arthur a tenté de s'échapper de sa prison en se laissant glisser le long des murs de la tour. Il est tombé dans la Seine et s'est noyé accidentellement. Cette version ne convainc personne, mais elle permet de sauver les apparences. Cependant, la nouvelle du meurtre se répand rapidement malgré les précautions de Jean. Les nobles bretons et angevins qui soutenaient Arthur comprennent qu'ils ne peuvent plus compter sur leur champion. Beaucoup se rallient à Philippe Auguste, grossissant les rangs de l'armée française qui envahit la Normandie. La mort d'Arthur marque aussi un tournant dans la personnalité de Jean. Le roi, qui avait jusqu'alors torturé avec méthode sombre dans une violence impulsive et incontrôlable. Il multiplie les accès de rage, fait exécuter ou mutiler des innocents sur de simples soupçons. Terrorise sa propre cour. Les conséquences du meurtre d'Arthur dépassent toutes les prévisions de Jean. En quelques mois, l'empire plantagenet s'effondre. Philippe Auguste conquiert la Normandie presque sans résistance, les barons préférant se rendre au roi de Dusnandie, France, plutôt que de servir un régicide. Jean tente désespérément de maintenir ses positions par la terreur. Dans chaque château qu'il contrôle encore, il fait installer des salles de torture. Ses agents parcourent le pays pour arrêter tous ceux qui sont soupçonnés de tiédeur envers le roi. Les exécutions publiques se multiplient, accompagnées de tortures raffinées, destinées à frapper les imaginations. Mais ces méthodes produisent l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'intimider la population, elles la révoltent. Des soulèvements éclatent dans tout l'ouest de la France. Des châteaux tenus par des partisans de Jean ouvrent leurs portes aux Français. L'étau se resserre inexorablement autour des dernières positions anglaises. En mars 1203, Jean perd Château-Gaillard, la forteresse réputée imprenable construite par Richard Cœur de Lion. En juin, Rouen tombe à son tour. Jean se replie en Angleterre, ayant perdu en 2 ans la moitié de son empire. Mais même en Angleterre, ses méthodes continuent de lui aliéner ses sujets. Il fait torturer des marchands accusés de commerce avec la France, mutile des paysans soupçonnés de cacher du grain, ordonne l'arrachage systématique des ongles de tous les prisonniers détenus dans ses châteaux. De retour en Angleterre, Jean instaure un véritable règne de terreur. Il fait construire de nouvelles prisons dans tous ses châteaux, recrute des tortionnaires professionnels, codifie les supplices selon la gravité des crimes. Sa paranoïa s'aggrave, il voit des complots partout, soupçonne ses plus fidèles. Serviteurs, ordonne des arrestations préventives. La Tour de Londres devient le symbole de cette oppression. Jean y fait aménager de nouvelles salles de torture équipées des instruments les plus modernes. Le chevalet, les brodequins, l'estrapade, toutes les techniques développées sur le continent sont importées et perfectionnées par ses spécialistes. Les chroniqueurs de l'époque rapportent des détails glaçants sur les méthodes employées. Jean prend un plaisir personnel à assister aux séances de torture, suggérant des améliorations.
chronométrant la résistance des victimes. Il fait tenir des registres précis, notant l'efficacité de chaque technique, selon le type de prisonnier. Mais Jean ne se contente plus de torturer les criminels. Il s'en prend désormais aux opposants politiques, aux marchands récalcitrants, aux clercs qui critiquent ses méthodes. L'affaire de Geoffrey de Norwich illustre parfaitement cette escalade dans l'arbitraire. Geoffrey, simple prêtre de campagne, a eu le malheur de prononcer un sermon où il évoquait les devoirs chrétiens des rois. Jean y voit une critique personnelle et fait arrêter le prêtre. Geoffrey subit 3 semaines de torture, arrachage des ongles, écrasement des doigts, application de fer rouge. Il finit par mourir sans avoir avoué le moindre crime, simplement pour avoir rappelé les préceptes évangéliques. 1205-1210. Les excès de Jean soulèvent une opposition croissante parmi la noblesse anglaise. Les barons supportent de moins en moins les méthodes tyranniques du roi, ses demandes financières exorbitantes, ses accès de violence imprévisibles. Plusieurs complots se forment, rapidement découverts et réprimés dans le sang. Jean réagit par un durcissement supplémentaire. Il fait construire des gibets permanents dans toutes les villes importantes, ordonne que les corps des suppliciés restent exposés jusqu'à putréfaction complète. Il généralise l'usage de la mutilation préventive. Tout homme arrêté sur simple soupçon a automatiquement les ongles arrachés pour faciliter les aveux ultérieurs. L'affaire Guillaume de Braose marque un tournant. Ce puissant baron, qui avait aidé Jean à capturer Arthur, commence à réclamer le paiement de ses services. Jean y voit une tentative de chantage et fait arrêter Guillaume, sa femme Mathilde et leur fils aîné. Tous 3 sont enfermés au château de Windsor et oubliés volontairement. Mathilde de Braose, femme de caractère, refuse de se laisser mourir. Elle dénonce publiquement les crimes de Jean, révèle des détails sur le meurtre d'Arthur, accuse le roi d'être un tyran sanguinaire indigne de régner. Jean fait arracher la langue de Mathilde, puis ordonne qu'elle soit emmurée vivante avec son fils dans une cave du château. Les 2 prisonniers mettent 11 jours à mourir de faim et de soif. Quand on ouvre la cave, on découvre que Mathilde a tenté de maintenir son fils en vie en lui donnant sa propre chair à manger. Cette révélation horrifie même les partisans de Jean et précipite la formation d'une vaste coalition contre le roi. 1208. Le pape Innocent III jette l'interdit sur l'Angleterre à cause du conflit qui oppose Jean à l'Église concernant la nomination de l'archevêque de Cantorbéry. Tous les sacrements sont suspendus, les églises ferment, les morts ne peuvent plus être enterrés en terre consacrée. Jean voit dans cette mesure une opportunité supplémentaire d'exercer sa cruauté. Il fait confisquer tous les biens du clergé, emprisonner les prêtres récalcitrants, transformer les églises en centres de torture. Il prend un plaisir particulier à profaner les lieux saints, ordonnant que les séances de torture les plus raffinées se déroulent sur les autels. L'excommunication personnelle de Jean, en 1209, le pousse à de nouveaux excès. Il considère désormais qu'aucune loi divine ou humaine ne peut limiter son pouvoir. Il fait publier un édit légalisant la torture préventive et systématisant son usage. Tout sujet du royaume peut désormais être arrêté et torturé sur simple dénonciation. Les méthodes se raffinent encore. Jean fait venir des spécialistes musulmans d'Espagne qui lui enseignent des techniques inconnues en Europe chrétienne. Il développe notamment l'usage de l'eau combiné à l'arrachage des ongles. La victime a d'abord les ongles arrachés, puis les plaies sont plongées dans de l'eau salée bouillante. Cette innovation sadique impressionne même les tortionnaires professionnels. Jean en est si fier qu'il fait rédiger un manuel technique détaillant la procédure. Ce manuel, retrouvé des siècles plus tard dans les archives royales, révèle l'étendue de la perversité mentale du roi. 1214. La défaite de Bouvines contre Philippe Auguste et la coalition européenne marquent le début de la fin pour Jean. Rentré en Angleterre humilié et ruiné, il tente de lever de nouveaux impôts pour financer une reconquête impossible. Les barons refusent et exigent des garanties contre l'arbitraire royal. Jean répond par une nouvelle vague de terreur. Il fait arrêter les meneurs de l'opposition, les soumet à des tortures publiques destinées à intimider leurs partisans. Mais ces méthodes se retournent contre lui. Les barons comprennent qu'ils ne peuvent attendre aucune clémence du roi et se préparent à la guerre civile. L'événement déclencheur est l'arrestation du comte de Pembroke,
l'un des barons les plus respectés du royaume. Jean le fait conduire à la tour de Londres et commence personnellement sa torture. Pembroke subit l'arrachage complet des ongles, des mains et des pieds, puis l'écrasement progressif des doigts dans des étaux. Mais Pembroke ne cède pas et finit par mourir sous la torture sans avoir avoué le moindre crime. Sa mort galvanise l'opposition. Les barons se soulèvent en masse, prennent Londres, contraignent Jean à négocier. Le roi doit accepter de limiter ses pouvoirs et de respecter certains droits de ses sujets. Le 15 juin 1215, dans la prairie de Runnymede, Jean appose son sceau sur la Magna Carta. Ce document révolutionnaire limite pour la première fois dans l'histoire européenne les pouvoirs d'un roi. Il interdit notamment les arrestations arbitraires, garantit le droit à un procès équitable, prohibe l'usage de la torture sans jugement préalable. Jean signe la Magna Carta, la rage au cœur. Pour lui, ce document représente une humiliation insupportable, un déni de son droit divin à gouverner comme bon lui semble. Dès qu'il quitte Runnymede, il commence à chercher les moyens de reprendre sa liberté d'action et de punir ceux qui ont osé lui imposer des limites. L'été 1215 voit Jean violer systématiquement tous les engagements pris. Il fait venir des mercenaires du continent, lève une armée de routiers sans scrupules, prépare sa revanche contre les barons rebelles. Mais surtout, il se venge sur tous ceux qui sont à sa portée avec une cruauté décuplée par la frustration. Dans les châteaux qui lui restent fidèles, Jean organise de véritables orgies de violence. Il fait torturer tous les prisonniers détenus, sans exception ni distinction de rang. Les geôles de Windsor, de Corfe, de Nottingham résonnent, jour et nuit, des hurlements des suppliciés. Jean prend un plaisir particulier à s'en prendre aux proches des barons rebelles. Épouses, enfants, serviteurs, tous subissent ces représailles. L'affaire des otages de Corfe illustre parfaitement la démence qui s'empare du roi. 28 fils de barons rebelles, âgés de 8 à 16 ans, sont détenus dans ce château comme garantie de la soumission de leur père. Quand Jean apprend que plusieurs barons ont repris les armes malgré la présence de ces otages, il décide de donner une leçon exemplaire. Il se rend personnellement à Corfe et fait rassembler tous les enfants dans la cour du château. Puis, devant leurs yeux terrifiés, il commence par le plus âgé. L'adolescent de 16 ans subit l'arrachage méthodique de tous ses ongles pendant que ses compagnons d'infortune sont contraints de regarder. Jean explique calmement que c'est le prix à payer pour la rébellion de leur père. Mais l'arrachage des ongles ne suffit plus à satisfaire la cruauté de Jean. Il fait ensuite briser les doigts de l'adolescent un par un, puis passe aux orteils. L'enfant s'évanouit plusieurs fois de douleur, réveillé à chaque fois par des selles. Jean veut qu'il reste conscient jusqu'au bout, qu'il serve d'exemple aux autres. Quand le premier otage meurt de ses blessures, Jean passe au suivant. Et ainsi de suite, pendant 3 jours. Seuls 5 enfants survivent à cette boucherie, tous mutilés à vie, traumatisés à jamais. Jean fait ensuite renvoyer leurs corps aux familles avec un message. Voici le prix de la rébellion contre votre roi légitime. Cette atrocité provoque un soulèvement général. Même les partisans modérés de Jean l'abandonnent, révoltés par tant de cruauté gratuite. La guerre civile qui reprend en septembre 1215 prend une tournure particulièrement sauvage. Les barons ne font plus de quartier aux troupes royales. Jean répond par des massacres systématiques. Le roi divise ses forces en plusieurs colonnes qui ravagent méthodiquement toutes les terres des barons rebelles. Mais ces expéditions punitives dépassent en horreur tout ce que l'Angleterre a connu depuis les invasions vikings. Jean ordonne que tous les hommes capturés soient torturés avant d'être exécutés, que les femmes et les enfants soient vendus comme esclaves. Dans chaque village traversé, Jean fait dresser des gibets permanents où s'entassent les corps des suppliciés. Il généralise l'usage de l'empalement pour les hommes, de l'écorchement vif pour les femmes. Les enfants de plus de 12 ans subissent l'arrachage des ongles avant d'être pendus. Cette politique de terreur systématique vise à briser définitivement tout esprit de résistance. Mais Jean sous-estime la capacité de ses sujets à supporter l'horreur. Au lieu de se soumettre, la population se radicalise. Des groupes de résistants se forment dans les forêts, mènent une guérilla impitoyable contre les troupes royales. Ils appliquent aux partisans de Jean les mêmes méthodes que celui-ci emploie contre eux. La guerre dégénère en cycle infernal de représailles.
Chaque atrocité en appelle une autre, chaque massacre justifie le suivant. L'Angleterre sombre dans une anarchie sanglante où plus aucune règle n'est respectée. Jean lui-même perd tout contrôle, tuant parfois de ses propres mains des prisonniers qui tardent à répondre à ses questions. 1216, les barons rebelles, désespérant de vaincre Jean par leur seule force, font appel au prince Louis de France, fils de Philippe Auguste. Cette intervention étrangère donne un nouveau prétexte à Jean pour redoubler de cruauté envers tous ceux qu'il soupçonne de sympathie française. Il ordonne l'arrestation systématique de tous les clercs, marchands, artisans d'origine française présents en Angleterre. Ces malheureux, souvent installés depuis des générations, subissent des tortures raffinées destinées à leur faire avouer des complots imaginaires. Jean prend un plaisir particulier à s'en prendre aux femmes qu'il fait torturer devant leurs maris et leurs enfants. L'arrivée de Louis en mai 1216 avec une armée française pousse Jean aux derniers excès. Il fait évacuer tous les prisonniers de Londres avant l'entrée des Français et les emmène dans une marche forcée vers l'ouest. Ceux qui ne peuvent suivre le rythme sont achevés sur place. Les autres sont répartis dans les châteaux que Jean contrôle encore et soumis à des tortures quotidiennes. Dans le château de Windsor, Jeanne fait installer une véritable usine de la torture. Plusieurs salles fonctionnent en permanence, chacune spécialisée dans un type de supplice. Une salle pour l'arrachage des ongles, une autre pour l'écrasement des membres, une troisième pour les tortures par l'eau. Jean supervise personnellement l'organisation, améliore les procédures, forme de nouveaux tortionnaires. Mais cette escalade dans l'horreur ne lui apporte aucun avantage militaire. Au contraire, chaque atrocité révélée pousse de nouveaux soutiens vers le camp franco-baronial. En septembre 1216, Jean ne contrôle plus qu'un tiers de l'Angleterre. Son armée fond comme neige au soleil, ses mercenaires désertent faute de solde. Octobre 1216. Jean entreprend une dernière campagne désespérée pour reprendre le nord de l'Angleterre. Mais cette expédition tourne au désastre. Ses troupes, démoralisées et sous-payées, refusent le combat. Plusieurs de ses lieutenants passent à l'ennemi, emmenant avec eux des informations précieuses sur les défenses royales. Le 12 octobre, Jean traverse l'estuaire du Wash dans le Lincolnshire quand une tempête soudaine disperse sa colonne. Les chariots, transportant le trésor royal, les archives et les instruments de torture personnels du roi sombrent dans les eaux boueuses. Jean perd ainsi non seulement ses ressources financières, mais aussi les outils de sa domination. Cette catastrophe frappe Jean plus durement que toutes ses défaites militaires. Ses précieuses tenailles, ses étaux perfectionnés, ses aiguilles empoisonnées, tous les instruments qu'il a fait fabriquer et améliorer pendant des années disparaissent dans la vase. Pour lui qui identifiait son pouvoir à sa capacité de faire souffrir, cette perte symbolise l'effondrement de tout son système. Jean arrive au château de Newark le 18 octobre dans un état de prostration complète. Il refuse de s'alimenter, reste prostré dans sa chambre, ne répond plus aux questions de ses derniers fidèles. Ses médecins diagnostiquent une fièvre maligne, mais les témoins parlent plutôt d'un effondrement psychologique total. Dans ses derniers délires, Jean revoit toutes ses victimes. Arthur de Bretagne lui apparaît avec ses plaies béantes. Mathilde de Braoz montre sa langue arrachée. Les enfants de Corfe tendent vers lui leurs doigts mutilés. Le roi qui a fait de la souffrance d'autrui sa raison de vivre découvre dans ses dernières heures la vraie nature de la peur. 19 octobre 1216, minuit. Jean sans terre rend son dernier souffle au château de Newark. Selon ses propres volontés, exprimées dans un moment de lucidité, son corps doit être inhumé dans la cathédrale de Worcester, sous la protection de Saint Wulfstan, comme pour chercher une impossible rédemption. Mais même dans la mort, Jean continue de susciter la terreur. Ses serviteurs racontent que des cris s'échappent du cercueil pendant le transport vers Worcester. Les moines qui veillent le corps rapportent des phénomènes inexpliqués. Température glaciale, bruit d'ongles grattant le bois du cercueil, apparition d'ombres déformées. L'inhumation elle-même se déroule dans des conditions particulières. Plusieurs des barons présents refusent d'approcher du cercueil. L'évêque qui officie raccourcit la cérémonie, pressé d'en finir avec ce cadavre maudit. Même les fossoyeurs semblent mal à l'aise, se signant sans cesse et murmurant des prières.
La nouvelle de la mort de Jean se répand rapidement à travers l'Angleterre. Contrairement aux usages qui veulent qu'on honore la mémoire des rois défunts, elle provoque des scènes de liesse populaire. Dans tout le royaume, les cloches sonnent non pas le glas, mais la joie. Les prisonniers survivants de Jean sont libérés et accueillis comme des héros. Mais l'héritage de cruauté laissé par Jean ne disparaît pas avec lui. Ses méthodes de torture, codifiées dans ses manuels, continuent d'être utilisées par ses successeurs. La Tour de Londres garde ses sinistres aménagements. Les instruments qu'il a fait perfectionner sont copiés dans toute l'Europe. Henri III, fils de Jean, hérite à 9 ans d'un royaume dévasté et d'une couronne souillée. Ses régents s'empressent de faire disparaître les traces les plus visibles de la tyrannie paternelle. Les salles de torture sont condamnées, les instruments détruits, les manuels techniques brûlés. Mais le mal est fait. La Magna Carta, arrachée par la force aux derniers excès de Jean, devient le fondement du droit anglais. Ces articles interdisant la torture arbitraire, garantissant le procès équitable, limitant le pouvoir royal, inspirent toutes les constitutions futures. Paradoxalement, la cruauté de Jean accouche de la liberté. Mais les méthodes de Jean laissent aussi des traces plus sombres. Ces innovations techniques en matière de torture sont reprises par l'Inquisition, perfectionnées par les tortionnaires professionnels, transmises de génération en génération. L'arrachage systématique des ongles devient une spécialité anglaise, exportée dans toutes les colonies. Les chroniqueurs postérieurs tentent d'expliquer la cruauté exceptionnelle de Jean. Certains évoquent une malédiction familiale. Les Plantagenets seraient tous marqués par la violence héréditaire. D'autres parlent de possession démoniaque, reprenant les termes des annales de Margam qui décrivaient Jean possédé du démon lors du meurtre d'Arthur. Les historiens modernes préfèrent des explications psychologiques. Jean aurait compensé son complexe d'infériorité par un besoin maladif de domination absolue. Sa frustration de cadet sans héritage l'aurait poussé à affirmer son pouvoir par les moyens les plus extrêmes. Sa paranoïa croissante expliquerait l'escalade dans la cruauté gratuite. Les légendes noires. Les siècles suivants voient naître autour de Jean un folklore macabre. Les paysans anglais racontent que son fantôme hante encore la Tour de Londres, qu'on entend parfois les hurlements de ses victimes résonner dans les souterrains. Les mères menacent leurs enfants désobéissants. Jean sans terre viendra t'arracher les ongles. Ces légendes ne sont pas sans fondement. Les archives royales, découvertes au XVIe siècle, révèlent l'étendue réelle de la cruauté de Jean. Ces registres de torture, tenus avec une précision maniaque, détaillent plus de 3000 cas de supplices infligés pendant son règne. Les descriptions techniques, rédigées de la main même du roi, glacent d'horreur les lecteurs. Shakespeare s'inspire de ces documents pour sa pièce Le Roi Jean, mais édulcore considérablement la réalité historique. La mort d'Arthur devient un accident. Les tortures sont passées sous silence. Jean apparaît plus comme un roi faible que comme un tyran sanguinaire. Cette version romantisée influence durablement l'image du personnage. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les historiens redécouvrent la véritable personnalité de Jean. Les archives de la Tour de Londres, longtemps scellées, révèlent des détails horrifiants sur ses méthodes. Les fouilles archéologiques mettent au jour des instruments de torture portant ses armoiries, des ossements présentant des traces de mutilation caractéristiques. Mais cette redécouverte de la vérité historique ne suffit pas à effacer l'impact de Jean sur l'évolution des institutions. En poussant la tyrannie à ses limites extrêmes, il a provoqué la réaction qui a donné naissance aux libertés modernes. La Magna Carta reste son plus paradoxal monument. Jean sans terre meurt haï de tous, maudit par ses contemporains, abandonné par ses partisans. Son règne de 17 ans laisse l'Angleterre exsangue, l'empire plantagenet en ruine, la monarchie discréditée pour des générations. Jamais roi n'a autant déshonoré sa couronne par sa cruauté gratuite et ses excès sadiques. Pourtant, c'est bien cette cruauté même qui forge l'avenir de la liberté. En poussant la tyrannie jusqu'à ses limites absolues, Jean provoque la réaction qui donnera naissance aux droits de l'homme. La Magna Carta de 1215, arrachée par la force à ses derniers excès, pose les principes qui régissent encore nos démocraties modernes. L'article 39 de cette charte révolutionnaire proclame « Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné, dépossédé, déclaré hors la loi, exilé ou molesté d'aucune manière, et nous n'irons pas contre lui,
ni n'enverront quelqu'un contre lui, si ce n'est par le jugement légal de ses pairs ou selon la loi du pays. Ces mots, écrits dans le sang des victimes de Jean, résonnent encore aujourd'hui dans toutes les constitutions du monde libre. Jean voulait faire de la torture un art, de la cruauté une science, de la souffrance d'autrui son plaisir personnel. Il a fini par créer, sans le vouloir, les fondements juridiques qui protègent aujourd'hui l'humanité contre les tyrans de son espèce. Sa tombe à Worcester porte cette épitaphe ironique. C.J. Jean Santerre, qui par sa cruauté enfanta la liberté. Les ongles qu'il arrachait avec tant de méticulosité, les doigts qu'il brisait avec tant de plaisir, les cris qu'il provoquait avec tant de satisfaction, tout cela n'a servi finalement qu'à dresser contre la tyrannie les barrières infranchissables du droit. Jean Santerre restera dans l'histoire comme le roi qui, en voulant tout prendre à ses sujets, leur a donné ce qu'ils n'avaient jamais eu, la garantie écrite de leur liberté fondamentale. Son nom même, Santerre, prend ainsi une dimension prophétique. Lui qui était né sans héritage, qui avait conquis un empire par la violence, qui l'avait défendu par la terreur, finit effectivement sans rien. Mais de ce néant naît la plus grande conquête de l'humanité, la reconnaissance que même le plus puissant des rois ne peut disposer arbitrairement de la vie et de la liberté de ses sujets. Jean Santerre, le roi qui arrachait les ongles de ses prisonniers, devient ainsi, malgré lui, le père involontaire de nos libertés modernes. Son héritage de sang et de larmes se transforme par un retournement ironique de l'histoire en promesse d'un monde où plus jamais un homme ne pourra infliger à un autre homme les souffrances qu'il a multipliées avec tant d'application et de sadisme. La dernière leçon de Jean Santerre n'est pas celle qu'il voulait donner. Il croyait enseigner la soumission par la terreur. Il a finalement enseigné à l'humanité que la liberté vaut tous les sacrifices et que le droit peut triompher de la force, même quand cette force dispose des instruments de torture les plus raffinés.